À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ça y est presque, les habitants de l'Iowa ont choisi leur candidat pour les deux primaires républicaines et démocrates pour la présidentielle américaine. Bonjour Célia Bolin. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas et spécialiste des États-Unis. Alors évidemment, on regarde d'abord ces premiers résultats. Qu'est-ce que nous disent les premières tendances ? On va commencer par le camp républicain avec donc une défaite inattendue, semble-t-il, pour Donald Trump. Inattendu, pas tant que ça, puisqu'on avait à la fin de l'année 2015, en fait, déjà une avance de Ted Cruz. Et c'est simplement ces dernières semaines où Donald Trump, dans les sondages, avait repris un petit peu la main. Une défaite importante, cela dit, parce que si Donald Trump avait gagné dans l'Iowa, il aurait été vraiment inarrêtable. Là, il aurait été lancé, ça aurait été le candidat naturel des Républicains ? Je n'irai pas jusque-là, mais disons que le récit médiatique qui serait mis en place suite à sa victoire aurait été vraiment de dire que Donald Trump est irrésistible, que finalement Donald Trump va l'emporter. Alors que là, en fait, ce qui s'est passé cette nuit relance la compétition. C'est qui ce Ted Cruz qui a doublé Donald Trump ? Ted Cruz, c'est sénateur du Texas. Il est canadien-cubain. Il a des origines intéressantes. C'est l'ultra-conservateur de cette bataille, même s'il y en avait d'autres. Il y avait également Mike Huckabee. Il est encore plus conservateur que Trump, Ted Cruz ? Oui, d'une certaine manière, c'est l'idéologue de cette bataille, surtout de ce trio final. C'est quelqu'un qui porte les couleurs à la fois du Tea Party, des libertariens, des évangéliques. Et en fait, Ted Cruz, c'est un peu Donald Trump, mais en plus marqué idéologiquement et en fin politique. Il a déclaré quand même un président qui ne commencerait pas sa journée à genoux ne serait pas prêt pour être commandant en chef. C'est la religion au-dessus de tout de Ted Cruz. Oui, particulièrement quand on veut gagner dans l'Iowa. C'est un discours de circonstance un petit peu ? Non, il porte ça en lui depuis sa victoire en 2012 au Sénat, puisqu'il est arrivé avec la vague Tea Party. Et donc, il a à la fois joué sur le côté libertarien et rébellion sur les sujets économiques et en même temps profondément ancré dans les valeurs chrétiennes évangéliques. Finalement, chez les Républicains, c'est peut-être le troisième qu'il faut regarder ce matin, Marco Rubio ? Ça, c'est vraiment intéressant. C'est pratiquement la victoire de Marco Rubio ce matin, parce que la victoire dans la primaire, vous pensez ? Oui, d'une certaine manière. Il a beau être le troisième, c'est lui qui a gagné cette nuit. Il y a 3 jours, on lui donnait encore 15%, mais on disait le vent va dans son sens. Et en effet, il arrive 23%. En fait, les autres challengers modérés que sont Jeb Bush, Chris Christie, John Kasich vont avoir du mal maintenant à ne pas lui reconnaître une certaine avance pour ce qui est du challenger modéré de l'ultra-conservateur. L'ultra-conservateur étant soit Donald Trump, soit Ted Cruz. Donc c'est le candidat raisonnable pour les Républicains, Marco Rubio. Voilà, il est devenu le candidat raisonnable parce que le champ s'est déplacé vers la droite. Et parce qu'on a Ted Cruz et Donald Trump, que maintenant Marco Rubio se retrouve au centre, ce qui est assez paradoxal puisque lui aussi c'est un enfant du Tea Party et qu'il n'était pas vraiment considéré comme un modéré. Bon, et chez les démocrates, alors ça va pas pour Hillary Clinton, elle est talonnée par Bernie Sanders, on sait même pas trop exactement qui va arriver en tête là, à l'heure qu'il est encore. Non, on ne sait pas. C'est une surprise ça ou pas ? Parce que Hillary Clinton, on l'a donné, quasiment élue à la Maison-Blanche il y a 1 an, de manière assurée en finale, en tout cas candidate démocrate il y a encore 6 mois, et là on se dit elle peut peut-être perdre. Moi, je ne le vois pas comme une défaite d'Hillary Clinton, parce que la vraie défaite, c'est si elle avait largement perdu face à Bernie Sanders. On parlait de 10 points de différence. Alors que là, que l'un ou l'autre passe devant, finalement... On est 49-8, 49-6 pour l'instant en faveur de Clinton. Peu importe, en fait, à ce stade. Hillary Clinton a démontré que dans l'Iowa, où l'électorat lui était pas forcément donné, elle allait pouvoir se défendre. Et en fait, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Hillary Clinton, où finalement Bernie Sanders aurait pu rafler la mise et vraiment lui poser un problème. Je vous rappelle qu'en 2008, c'est Barack Obama qui avait emporté l'Iowa. Et Sanders, aujourd'hui, c'est le seul vrai rival d'Hillary Clinton ? Oui, il y a un autre, Martin O'Malley, qui a fait moins d'1% et qui a suspendu sa campagne. Sanders, c'est le rival de gauche d'Hillary Clinton, puisque Hillary Clinton est la candidate que tout le monde attend. On s'est dit, Hillary Clinton va emporter facilement la nomination démocrate. Or, elle a une sorte d'insurrection à gauche qui se profile dans la personne de Bernie Sanders. Cela dit, je ne trouve pas que les résultats de cette nuit remettent en question son avantage. Donc pour elle, c'est pas une mauvaise soirée forcément pour Hillary Clinton. Célia Bolin, on dit et on lit aussi qu'il y en a un autre qui attend tapis dans l'ombre, c'est Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York. Est-ce que c'est une candidature qui pourrait se révéler peut-être au fil de ces primaires ? Pour l'instant, il est candidat à rien, officiellement.
je trouve que cette nuit ne lui donne pas vraiment un avantage, puisque Michael Bloomberg, en gros, est resté tapis dans l'ombre dans le cas où on aurait une opposition entre Donald Trump et Bernie Sanders, c'est-à-dire l'extrême gauche face à l'extrême droite, où là, il y aurait un passage vers le centre. Donc là, ça lui ouvre pas d'espace, a priori. A priori, non. Encore une fois, ce n'est qu'une petite primaire, un caucus en l'occurrence, et il y en aura encore beaucoup d'autres. Pour le moment, en tout cas, ça ne dégage pas d'espace. Non. Il y a une petite question de mécanique de Hugh Bang. Qui vote à ces primaires? Tous les Américains ou seulement les adhérents du parti? Seulement les adhérents de parti, mais simplement on pouvait s'inscrire jusqu'au dernier moment. Par exemple, dans le camp républicain, il fallait déclarer être républicain, mais on pouvait le faire le jour même. Donc ça a pu attirer un certain nombre de premiers votants. Un tweet d'Olivier Sarrazin. Pourquoi commencer par l'Iowa, peu peuplé et conservateur, plutôt qu'un État à plus forte visibilité? C'est une tradition, c'est l'histoire. Pourquoi commencer par ce petit État? C'est une tradition, ça a pris vraiment de l'importance à partir de 1972 et depuis on regarde vraiment l'Iowa. C'est l'Iowa en fait qui décide. En 2007, ils ont inscrit dans leur code civil que ils souhaitaient avoir leur primaire 7 jours avant toute autre primaire ou tout autre caucus. Et donc c'est devenu une petite tradition qui à chaque fois est soumise à beaucoup de discussions disant on va remettre ça en question. Mais finalement c'est aussi un petit terrain à couvrir, c'est facile de faire campagne là-bas. Alors oui, ça détourne un peu le résultat puisque la population n'est pas représentative. C'est 3 millions d'habitants, c'est ça en plus. Oui, 3 millions et puis surtout 3 millions d'Américains qui sont blancs, chrétiens, donc non représentatifs finalement de ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, Célia Bolin, qu'on donne une importance disproportionnée à ce scrutin ? Absolument, disproportionné, totalement. Simplement, les Américains aiment bien ce type de démocratie de terrain qui, ça ne les dérange pas et je pense qu'il n'y a pas de volonté de changer, par exemple, par un État représentateur comme la Californie ou le Texas, qui là changerait considérablement la méthode pour faire campagne. Quels sont les prochains grands rendez-vous ? Alors, il y a le 9 février de New Hampshire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça sera joué quand ? Parce qu'après, il y a le Super Tuesday en mars. Quand est-ce qu'on saura ? Qui sont les finalistes ? Je ne peux pas vous le dire, parce que ce qui est certain ce matin, je pense qu'on le saura assez rapidement du côté des démocrates. Clinton s'est défendue, elle va probablement perdre dans le New Hampshire, mais ensuite elle alignera une série de victoires, donc Hillary Clinton peut gagner relativement vite. En revanche, chez les républicains, vu le trio qui se dégage, Trump, Cruz et Rubio, ça peut prendre jusqu'à avril-mai. Bon, quand vous viendrez nous voir le 9 novembre au matin, qui sera présidente ? Alors maintenant, je parie Marco Rubio. Ah, Marco Rubio, c'est noté, on l'enregistre et puis on vous le diffusera donc le 9 novembre au matin. Merci Célia Bolin d'être venue sur Europe 1 et rendez-vous donc dans 6 mois. Merci.